Avez-vous déjà observé un patient vraiment observé et réalisé que quelque chose en lui ne voulait pas être découvert? Nous aimons penser que la médecine est une science propre, prévisible, que chaque maladie a un nom, chaque symptôme un schéma. Mais j'ai compris quelque chose de bien plus troublant. Il existe encore des recoins du corps humain et de l'esprit qui résistent à toute définition. Je m'appelle Dr. Henry Cordwell. Je suis médecin depuis 22 ans. Et depuis 10 ans, je travaille en pathologie médico-légale au bureau du médecin légiste du comté de Cook, à Chicago. J'ai pratiqué plus de 3000 autopsies. J'ai été consultant pour des enquêtes fédérales. J'ai diagnostiqué des infections post-mortem si rares qu'elles ne font même pas l'objet d'études de cas. J'ai disséqué des corps gonflés au point d'être méconnaissables, brûlés, gelés, criblés de trous qui ne correspondent à aucune arme que je connaisse. Mais ce cas, celui-ci, a bouleversé ma réalité. 3 symptômes. Aucun d'eux ne devrait exister. Ni ensemble, ni dans la même personne. Et pas avec cette fin. Tout a commencé par une enveloppe scellée. Remise en main propre. Pas d'adresse de retour. Pas d'expéditeur indiqué. Juste un post-it avec un seul mot écrit d'une écriture nette et penchée. Urgent. Je me souviens que l'enveloppe était thermonucléaire. Pas chaude. Chaude, comme une peau qui vient de lâcher de la fièvre. À l'intérieur se trouvait une photographie. Une simple feuille de notes médicales imprimée. Et un ordre de transfert pour un corps. Patient. Homme, nom inconnu. Âge estimé. 24 ans. Aucun proche. Le décès est survenu à 3h17 du matin dans une cellule de détention sous l'hôpital de réadaptation Sainte-Marie. Un ancien établissement catholique, construit en... C'est la note au bas du formulaire de transfert qui a attiré mon attention. Elle est écrite à l'encre noire, visiblement ajoutée après l'impression du formulaire. Autopsie requise par arrêté de l'État. Suspicion d'infection. Contamination possible. Ne pas entrer seul. J'aurais dû le signaler. J'aurais dû poser des questions. Au lieu de cela, j'ai signé les papiers d'admission. Et ce fut la dernière chose normale que j'ai faite cette semaine-là. L'ambulance est arrivée à 6h42, juste avant le lever du soleil. 2 hommes ont transporté le corps dans un brancard de confinement hermétique, entièrement zippé, en plastique double couche, avec un joint d'étanchéité pour matière dangereuse. Cela aurait suffi à déclencher l'alarme, mais le véritable avertissement venait de leurs yeux. L'un des hommes, un secouriste trapu, le col trempé de sueur, refusait même de regarder le brancard tandis qu'il le transportait dans notre salle de réception. Il marmonnait sans cesse, un seul mot, encore et encore, à coup fait. L'autre homme, plus pâle et plus jeune, refusait d'enlever ses gants, même après lui avoir remis les papiers. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a murmuré « Sa peau est encore chaude ». Peu importe ce que dit le certificat de décès, cet homme n'était pas seul quand il est mort. Dès leur départ, la température a chuté. Je ne veux pas dire qu'il faisait plus frais, je veux dire qu'il faisait plus frais. J'ai vérifié le thermostat, toujours 20 degrés. Mais je pouvais voir mon souffle. Chaque surface métallique était recouverte d'un fin voile de condensation. Même le sac mortuaire. C'est la première fois que j'ai hésité. Pas par peur, par confusion. Parce que les corps ne rayonnent pas le froid comme ça. Pas quand ils viennent d'être déclarés morts. La température interne aurait dû être encore de... Pas assez de temps pour refroidir autant. J'ai ouvert lentement la fermeture éclair, m'attendant à la situation habituelle. Un cadavre standard, post-rigor. Quelques signes de traumatisme. Mais ce que j'ai trouvé, c'est... Eh bien, c'est là que j'ai vu le premier symptôme. Ses yeux, elles étaient ouvertes, mais pas à la manière d'une bouche bée post-mortem. Elles étaient concentrées, et pas non plus d'un regard de mort fixe et dilaté. Elles se déplaçaient rapidement, scrutant le plafond d'un côté à l'autre, comme s'il traquait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Ce qui aurait été assez étrange en soi. Mais les pupilles, elles étaient en spirale, pas en contraction, pas en dilatation. En spirale. Je n'avais jamais vu ça chez un être humain vivant, et encore moins chez un cadavre. Je me suis penché, allumant instinctivement ma lampe stylo, et c'est à ce moment-là que les paupières se sont refermées. Comme un réflexe. Le cadavre avait des réflexes. J'ai reculé si violemment que j'ai renversé le plateau chirurgical. Et puis je l'ai entendu. Un coup léger, et rythmé, provenant de l'intérieur du mur derrière le brancard. 3 coups. Puis le silence. Les lumières ont clignoté une fois, et la pièce s'est figée. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas une autopsie normale. Que ce n'était même pas une mort normale. C'était un avertissement. Je me suis dit que ce devait être une sorte de spasme musculaire. Une décharge nerveuse. Une énergie résiduelle dans les tissus. J'avais déjà vu des corps se contracter. Mais ça, c'était coordonné, intentionnel. Et ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque j'ai commencé l'incision en nickel standard, quelque chose a dérapé dès que j'ai posé le scalpel sur sa peau. La résistance n'était pas celle à laquelle je m'attendais. C'était presque comme si le tissu était légèrement élastique. Comme si on coupait du derme vivant, et non de la chair refroidie. Mais ce qui m'a vraiment retourné l'estomac, c'est ce que j'ai trouvé sous le sternum. Il était intact, sans cicatrice, pas d'épaississement du myocarde, pas d'ischémie. Mais c'est la couleur qui m'a fait reculer. Pas rouge, pas violet. C'était un bleu gris terne, comme de l'ardoise. Et ça pulsait,
Pas comme un tambour, juste un enfrémissement, presque comme s'il essayait de se souvenir comment. C'était le deuxième symptôme. L'impossible. J'ai attrapé l'électrocardiogramme portable. J'ai vérifié les électrodes. J'ai refait le test 3 fois. Rien que des zéros. Pas de rythme. Pas de tension. Pas d'activité cardiaque. Mais le cœur continuait de palpiter, presque rythmiquement. Et puis les lumières ont clignoté de nouveau. J'ai vérifié la température ambiante. L'écran affichait toujours 20. Mais je voyais du givre se former au bord de la table en acier. Mon souffle enlevait la visière de mon écran facial. Et on a frappé à nouveau. Mais cette fois, ça ne venait pas du mur. C'était sous le plancher. 3 coulants. Puis le silence. J'ai allumé l'interphone et demandé au technicien de nuit à l'étage s'il faisait de la maintenance. Grossissement. J'ai répété l'appel 2 fois. Rien. Quand je suis sorti dans le couloir, la température est revenue à la normale en 2 pas. L'air ne mordait plus les doigts. J'ai regardé à nouveau dans la pièce. Et l'espace d'une seconde, j'ai juré que les ombres bougeaient à l'intérieur. Mouvement. Comme si quelqu'un d'autre était là. Mais non. Du moins, personne n'était visible. C'est alors que j'ai décidé que j'avais besoin de plus d'informations. Je suis retourné au dossier qui accompagnait le corps. Je l'avais d'abord ignoré, pensant qu'il s'agissait d'un formulaire standard, médical. Ce n'était pas le cas. C'était une seule page, à peine visible, comme si quelqu'un l'avait écrite en tremblant. Juste 3 lignes d'une écriture tremblante. Ne pas tenter d'intubation. Ne pas surveiller l'activité cérébrale. Interroger le prêtre sur le 3e symptôme. J'ai longuement fixé cette dernière ligne. J'ignorais qu'un prêtre était impliqué, mais je savais où le trouver. Sainte-Marie, l'ancien hôpital catholique, où l'homme était décédé, ou apparemment, quelque chose d'autre avait survécu. L'hôpital de réadaptation. Sainte-Marie se trouve juste à l'ouest de la rivière, niché entre 2 gratte-ciel, telle une relique oubliée. La majeure partie du bâtiment est condamnée depuis des années. Seule l'aile est encore opérationnelle. Une unité de psychiatrie gériatrique et une chapelle qui n'a pas célébré de messe depuis plus de 10 ans. J'ai appelé à l'avance pour dire que je devais parler à quelqu'un d'un décès récent. On m'a transféré 2 fois, avant qu'on me dise de venir en personne. À mon arrivée, l'air extérieur de l'hôpital était immobile. Trop immobile. Pas de circulation, pas d'oiseaux. Le ciel était d'un gris pâle, qui donnait aux briques tachées du bâtiment l'apparence d'eau. Un agent de sécurité m'a accueilli à la réception. Un homme âgé, les mains légèrement tremblantes. Son badge indiquait « Alan. Je cherche le prêtre assigné ici. » dis-je. Je ne serais pas là si je ne l'étais pas. Il hoqua lentement la tête, puis me conduisit à travers une série de couloirs sombres et résonnants jusqu'à un escalier latéral. Puis en bas, plus bas que je ne l'aurais cru, passait l'ancienne pharmacie, passaient les archives d'origine. Dans ce qui était autrefois la chapelle, le prêtre attendait déjà. Père Matteo, fin 70 ans, peut-être plus. Mince, le regard perçant, assis seul dans une alcôve de pierre, qui empestait l'encens et le moisi. Il ne se leva pas. Quand je suis entré, il me fixa simplement, comme s'il savait déjà ce que j'étais venu demander. Je lui expliquai ce que j'avais vu, les réflexes, le cœur, le froid, les coups. Il écouta sans cligner des yeux. Et puis après un long silence, il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il y avait une raison pour laquelle nous l'avions gardé dans la cellule sous la chapelle. Une raison pour laquelle le corps n'avait jamais quitté ce bâtiment de son vivant. Je l'ai interrogé sur le 3e symptôme. Il secoua la tête. Vous ne voulez pas savoir. J'ai besoin de savoir, dis-je. Je suis son examinateur. J'ai vu des choses qui... Vous avez vu le cœur bouger. Vous avez vu les yeux suivre un mouvement. Mais vous ne l'avez pas encore entendu. Entendu quoi? Puis, lentement il fouilla dans la poche antérieure de sa soutane et en sortit un petit magnétophone cabossé. Je n'étais pas censé garder ça, marmonna-t-il. Mais j'avais besoin que quelqu'un d'autre l'entende. Il appuya sur lecture. Au début, je n'entendis que le ciel, puis une respiration, et puis un murmure. Pas du prêtre, pas de l'homme. C'était une voix, chiffre murmuré. En latin, une séquence, répétée, douce et claire. Unu, duo, tria, unu, duo, tria, unu, duo, tria. Et puis après une pause, il dit autre chose, quelque chose qui me glaça jusqu'aux os. 3 de chair, un d'âme. Le corps n'est pas seul. Le prêtre arrêta la bande. Voilà, dit-il, votre 3e symptôme. Je ne dormis pas de la nuit. J'ai quitté Sainte-Marie avec le magnétophone du prêtre qui résonnait encore dans mes oreilles. La voix n'avait pas l'air humaine, pas comme les voix sont censées l'être. Elle avait de la profondeur, mais aucun poids, comme si elle provenait de l'intérieur de mon propre crâne, faisant vibrer quelque chose qui n'avait pas de nom. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était un piège, pareil de lit auditive. Manque de sommeil, un vieil enregistrement qui tournait en boucle pour effrayer les nouveaux employés. Mais cela n'expliquait pas ce qui s'est passé à mon retour au bureau. Le corps était toujours sur la table, scellé et étiqueté. Aucune autre analyse n'avait été effectuée. Je suis entré dans la salle d'autopsie peu après 23 heures, presse-papier à la main, avec l'intention de réexaminer les échantillons de tissu et de préparer les analyses toxicologiques. Mais dès que j'ai ouvert la porte, l'air a changé. Les lumières étaient tamisées, mais les interrupteurs étaient restés inchangés. Le froid était de retour, localisé, lourd. Mes doigts se sont raidis presque immédiatement. J'ai attrapé mon stylo et je l'ai laissé tomber. Il s'écrasa au sol,
avec un bruit qui résonna comme un coup de feu. Et puis vint le murmure, pas de la bande, du corps. Même rythme, même cadence. Tinu, tuo, tria. Je me figeais, la bouche n'avait pas bougé. Mais le son, il venait de l'intérieur de la cavité cellulaire. Je m'approchais, les genoux serrés, le cœur battant la chamade. Je fixais les lèvres, puis la poitrine. Rien, ni montée, ni descente. Juste cette sensation, comme si j'étais observé de l'intérieur. Je me penchais plus près, essayant de confirmer la provenance du son. Était-ce le conduit d'aération? Un enregistreur défectueux? Non, il venait de la gorge. C'est là que je le remarquai. Un éclat de quelque chose se logea profondément, à l'arrière du palais supérieur, près de la luette. Un mince éclat, presque métallique. J'ai saisi la lampe et la pince, et je l'ai délicatement dégagé. Ce n'était pas de l'os, ce n'était pas du métal, ce n'était du verre. Un fragment de lentille, brisé, comme un monocle ou une lame de microscope. Lisse d'un côté, gravé de l'autre, gravé de 3 cercles entrelacés, et à l'intérieur de chacun, un organe différent. Cœur, œil, langue, et en dessous, gravé en latin chirurgical, non solus sum. Je ne suis pas seul, et dès que je l'ai touché, tous les écrans de la pièce se sont éteints. Le seul bruit qui restait était celui des coups frappés, 3 fois, de l'intérieur du réfrigérateur de la morgue. Mais le corps n'était pas dans le réfrigérateur, il était sur la table. Je me suis réveillé dans la salle de repos. Je ne me souviens pas d'y être. Je ne me souviens pas de m'être assise, mais je me souviens de l'heure. 2 heures. Et quand j'ai ouvert la porte du couloir, les plafonniers étaient éteints. Seules les bandes d'alarme bourdonnaient faiblement, plongeant le couloir dans cette teinte verte maladive qui donne l'impression que tout est sous l'eau. Quelque chose n'allait pas. Je me suis précipité vers la salle d'autopsie. La porte était entr'ouverte. La table où se trouvait le corps, vide. Le sac, dézippé, ouvert comme si quelqu'un en était sorti, tranquillement. Pas de sang, pas de traces, de frottement. Juste la faible pression sur l'acier inoxydable, comme si quelqu'un était resté allongé là pendant des heures, puis s'était relevé. J'ai vérifié le réfrigérateur. Rien. La panique commença à me monter au fond de la gorge, pas irrationnelle, mais profondément clinique. Le genre de murmure. Ça ne devrait pas être possible. Ça enfreint le protocole. Ça enfreint la physique. Puis j'ai vu le magnétophone. Il n'était pas là où je l'avais laissé, dans la poche de mon manteau. Il était par terre, près du lavabo. Et il jouait. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de chiffres. Juste une voix, une seule voix, répétant une phrase. Encore et encore. Il cherche son 3e. Encore et encore. Puis lentement à chaque fois, jusqu'à ce que les piles s'éteignent enfin au milieu de la phrase. Il cherche son. J'ai fixé le sac mortuaire. Il avait bougé, déplacé d'environ 5 cm depuis mon entrée. Je m'en suis approché lentement, comme s'il allait réagir. Et c'est là que j'ai vu ce qui se trouvait à l'intérieur des plis. Pas d'os, pas de tissu, mais un autre fragment de verre. Une gravure identique, mais celui-ci était fissuré. Et au lieu de non solus sum, il ne portait qu'un seul mot. Échange. C'est là que j'ai compris ce qui m'avait échappé. Le corps n'avait pas quitté le bâtiment. Il s'était déplacé, et il cherchait un 3e morceau, un 3e hôte. Et j'en avais déjà touché 2. Le reste du personnel a commencé à arriver à 6. Que le cadavre avait disparu pendant 3 heures, et laissé derrière lui d'énigmatiques fragments de verre, gravés en latin, qu'il avait murmuré des chiffres, et était descendu de la table d'autopsie, sans la moindre activité musculaire. Je leur ai dit que j'avais terminé les préliminaires, que je préparais le rapport, mais je n'ai rien classé. Au lieu de cela, je suis descendu aux archives, au sous-sol, plus ancien que le reste de l'établissement. Froid, humide, et d'une certaine manière, plus silencieux qu'il n'aurait dû l'être. J'ai demandé les journaux d'incidents antérieurs impliquant Maria et tout ce qui concernait des cadavres contaminés, des émissions vocales post-mortem, ou des anomalies anatomiques inhabituelles. L'employé haussa un sourcil. Puis me tendit un dossier poussiéreux, resté inutilisé depuis plus de 10 ans. Arrière-boutique, dit-elle. Vous aurez besoin du docteur Patel. Anatomopathologie. Non. Consultation en archives. Il ne vient qu'une fois par semaine. Le docteur Patel avait plus de 80 ans. Mince. Ses lunettes ressemblaient à des culs de bouteilles antiques. Il était assis dans un coin, sous une ampoule vacillante, lisant un livre relié en cuir sans titre. Quand je lui ai raconté ce que j'avais vu, ce que le cadavre avait fait, il n'a pas demandé de preuves. Il n'a même pas cligné des yeux. 3 symptômes, dit-il. Vous en avez vu 2. Mouvement oculaire. Réflexe cardiaque. Il hoqua la tête. Et vous avez entendu la voix. Je marquai une pause. Oui. Ses mains tremblaient légèrement, lorsqu'il ouvrit un tiroir, et en sortit un dossier. Je mis par le temps. Marqué Cas Sainte-Marianne. La dernière fois que cela s'est produit, dit-il, c'était en Milois. Dans le dossier, photos, journaux et schémas d'un autre cadavre, aux pupilles spiralées et au cœur battant. Il y a des décennies. Les mêmes 3 phrases latines, les mêmes fragments de verre, mêmes symboles. Sauf que ce corps portait une 4e marque gravée dans le sternum. Une marque, gravée directement dans la chair, avec une précision chirurgicale. 3 cercles, 3 organes, et une autre forme émergeant de leur centre. Une main,
ouvert, paume tournée vers l'extérieur. En dessous, écrit d'une écriture tremblante. L'âme n'était pas à lui. Elle était seulement prêtée. J'ai demandé à Patel ce qui était arrivé à ce corps. Il a hésité, puis a murmuré. Il est retourné tout seul dans la crypte de la chapelle. À pied. Mon estomac s'est noué. Retourné tout seul. Il a croisé mon regard. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de médecine. Ça n'a jamais été le cas. C'est une question d'invitation. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. Le premier dossier. Celui dans l'enveloppe. Le post-it au recto n'indiquait pas urgent. Il est écrit « Ouvert ». Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Je suis retourné à Maria. C'était irrationnel. Je le savais. Mais quelque chose en moi avait changé. La frontière entre prudence et d'obsession s'était dissipée. J'avais besoin de voir l'endroit où l'homme était mort. Là où tout cela avait commencé. Quoi qu'il en soit, le gardien de nuit ne m'a pas reconnu. Probablement un autre service que le précédent. Je lui ai montré mes papiers du comté de Cook et lui ai dit que je devais inspecter la cellule de détention sous la chapelle pour obtenir des documents médicaux légaux. Il n'a même pas demandé d'éclaircissement. Il m'a juste tendu une lampe de poche et m'a dit « Si les lumières s'éteignent, ne bougez pas ». Ce fut le seul avertissement qu'il me donna. Je descendis les 3 escaliers sous la latte, en direction de l'ancienne crypte. L'architecture changea à mesure que je m'enfonçais. Le carrelage se transforma en pierre, le plâtre en briques, les néons en incandescence vacillante. Les murs étaient humides et étrangement chauds au toucher. Et l'air, il sentait le sel brûlé. J'atteignis le bout du couloir et ouvris la porte rouillée de la cellule de détention. Elle ne ressemblait à aucune chambre d'hôpital que j'avais jamais vue. Pas de literie, pas de matériel médical. Juste une chaise, des chaînes et un cercle peint au sol, délavé, craquelé. Et au centre du cercle, un tas de cendres. Je scrutais les murs et le vis. Le 3e symptôme, c'était écrit en suie sur le mur du fond. Il parle à travers ceux qui ne rêvent plus. Au début, je crus à une métaphore. Puis je me souvins de la casse, le murmure qui résonnait à travers le cadavre. Et puis, je l'ai senti. Une présence. Les lumières se sont éteintes. Immédiatement. Total. Le silence qui a suivi n'était pas silencieux du tout. Il était empli de respiration. Pas la mienne. Proche. Pas autour de moi. En moi. Et puis, lentement, une faible lueur rouge a rempli l'espace, comme une fumée rétroéclairée. Elle provenait du cercle. Et de cette lueur, j'ai entendu quelque chose qui me suivra jusqu'à ma mort. Une voix, pas un murmure cette fois, mais claire, moqueuse. Elle disait « Tu as touché les yeux, tu as touché le cœur. Maintenant, donne-moi la langue ». La porte derrière moi s'est refermée. Et tout ce que je pouvais faire, c'était crier. Mais aucun son n'est sorti. Je ne sais pas comment je suis sorti. Un instant, je me tenais au sous-sol de la chapelle, la gorge serrée, une lumière rouge emplissant la pièce, comme un brouillard sanglant. Et l'instant d'après, j'étais allongé sur le dos dans la cour de l'hôpital, les yeux rivés sur le ciel nocturne. Ma montre indiquait près de 2 heures perdues. Mon manteau avait disparu. Le 2e éclat de verre aussi. Mais quelque chose avait changé. Quand j'ai parlé, juste pour tester ma voix, murmurer quelque chose, j'ai entendu un décalage. Comme si mes mots résonnaient ailleurs. Une seconde plus tard, derrière moi, à côté de moi en moi, je suis retourné à ma voiture les mains tremblantes, si fort que j'ai laissé tomber mes clés à 2 reprises. Alors que j'étais assis au volant, la radio du côté passager s'est allumée toute seule. Parasite total. Et en dessous, une voix, ma voix, répétant ce que je venais de dire. Mot pour mot, mais à l'envers. Je l'ai éteint. J'ai retiré la batterie. J'ai tiré sur le fusible. Rien ne l'a arrêté. La voix ne se moquait pas. Elle ne menaçait pas. Elle s'entraînait comme si quelque chose répétait comment être moi. En rentrant chez moi, si on peut dire, je n'arrivais pas à me regarder dans le miroir. Chaque fois que j'apercevais mon reflet, je croyais voir un 2e visage scintiller derrière le mien. Un demi-temps en retard. Les mêmes traits, une expression erronée. J'ai essayé de dormir, mais à 3h17, je me suis réveillé en sursaut. J'avais la bouche grande ouverte, la mâchoire me faisait mal. Et posé sur mon oreiller, à quelques centimètres de mon visage, se trouvait le 3e fragment. Il n'était pas brisé comme les autres. Il était entier. Et au lieu d'être écrit en latin, il portait une simple phrase anglaise, gravée en son centre. Échange terminé. Et c'est alors que le murmure est revenu. Plus fort cette fois, plus clair. Mais il ne venait pas des murs, ni de la radio. Il venait de ma propre gorge, d'une voix qui n'était pas la mienne. Elle dit « 3 de chair, 1 d'âme ». La porte est maintenant mémorisée. Je ne suis pas retourné travailler. Je ne pouvais pas après ce qu'on m'avait infligé. Pendant des jours, je me suis enfermé dans mon appartement, fenêtres scellées, miroirs volés. J'ai débranché tous les appareils électroniques, ni téléphone, ni ordinateur. Mais peu importait. La voix était à l'intérieur maintenant. Pas constante, pas forte, mais présente, comme une toux qui monte dans vos poumons, ou le tic-tac d'une horloge illocalisable. Toujours là, juste sous la surface, en train de répéter. Répétition, et toujours par 3.
3 coups frappés au mur de ma chambre. 3 sentiments de lumière, avant qu'elle ne s'éteigne. 3 syllabes murmurées, qui résonnaient dans ma mâchoire, lorsque j'essayais de parler. Je commençais à comprendre. Les symptômes n'étaient jamais des symptômes. C'étaient des pas. Les yeux, il lui laissait voir. Le cœur, il lui donnait le rythme. Et la voix lui donnait la permission. Elle n'avait jamais eu besoin du corps entier. Elle avait juste besoin d'un corps à emprunter. Le mien. Le prêtre avait raison. L'homme n'était jamais qu'un prêt. Et j'étais en retard pour la rendre. J'ai finalement ouvert le dernier dossier que Patel m'avait donné. Une enveloppe scellée, qu'il m'avait glissée dans la main, avant mon départ, en disant seulement « Si vous entendez la 3e voix, brûlez ceci ». Je ne l'avais pas fait. Jusqu'à maintenant. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, des pages arrachées à un journal, et un dernier document intitulé « Symptôme 4, classé secret, post-intégration ». La page montrait les images d'une personne, non identifiable, déformée, à moitié dans l'ombre, à moitié hors de l'ombre. La légende disait « Face terminée ». Le sujet hôte ignore toujours sa 3e occupation symptôme. Somnambulisme, discours dissociatif, anomalie du miroir. Cette dernière phrase m'a frappé comme une seringue dans la colonne vertébrale, parce que je ne m'étais pas regardé dans un miroir depuis plus de 4 jours. J'ai arraché le drap de la lampe et j'ai fixé le miroir. Et pendant un instant très bref, paralysant, il a cligné des yeux avant moi. C'était la vérité ultime, le retournement de situation qui m'a brisé. Il ne me cherchait pas, il m'avait déjà trouvé, et moi, je l'avais laissé entrer. Pensée finale, catharsis. Avant, je croyais au diagnostic clair, aux explications rationnelles, à la sécurité de la routine, à la distance clinique. Mais plus maintenant. Maintenant, je vérifie mon pouls tous les matins. Je parle à voix haute pour entendre s'il résonne. Et la nuit, je dors la bouche fermée avec du ruban adhésif. Parce que s'il trouve à nouveau le moyen de parler, pas à travers moi, mais en tant que moi, alors quelqu'un d'autre ouvrira la porte. Et la prochaine fois, ils ne pourront pas la fermer.